Un transport voyageur, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la grande édition de 20h15 sur la voix de la femme. La presse nigérienne est en deuil. Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de notre consoeur de la radio et télévision Bonferré Boule Adamou ce mercredi à Ouagadougou, Burkina Faso. Au nom du groupe de presse Tambara, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille et au groupe de presse Bonferré. Que son âme repose en paix. Amen. À l'Assemblée nationale ce matin, poursuite des travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session budgétaire. Deuxième rectification de la loi numéro 2020-67 du 10 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021 est le seul point inscrit à l'ordre de ce jour, présidé par Seynou Marou, le président de la dite institution. Suivez plutôt le compte rendu de la rédaction. Après son étude devant les commissions en charge des finances et du budget, le projet de loi portant deuxième rectification de la loi numéro 2020-67 du 10 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021 a été adopté en plénière avec 129 voix pour à l'unanimité des députés présents au terme des débats. Une séance qui a donné l'occasion au commissaire du gouvernement, le ministre des Finances, M. Ahmed Joudoud, de revenir sur cette relance économique. Pour prendre en compte des ressources additionnelles que nous avons reçues de notre offensive diplomatique et de nos partenaires, en particulier le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'AFD. Et ces ressources additionnelles s'élèvent à un montant de autour de 65 milliards qui ont été utilisées conformément aux orientations et aux priorités du gouvernement. Il s'agit en premier ou globalement d'apurer une grande partie de décomptes ou des factures qui sont en instance, des travaux notamment d'infrastructures qui sont déjà finis et qui n'ont pas été réglés. Et cela cadre essentiellement avec le projet ou les infrastructures au niveau du ministère de la Défense, les infrastructures au niveau du ministère de l'équipement, mais également dans le cadre des programmes de modernisation des villes qui ont permis à nos villes d'avoir un programme d'assainissement et de modernisation. L'autre, maintenant en termes de priorité aussi, c'est une grande partie de ces ressources a été allouée à nos forces de défense et de sécurité, comme je l'ai dit, à la sécurité, mais surtout la sécurité alimentaire, parce que quand vous regardez aujourd'hui cette saison, elle a été une saison avec des contre-performances, pas à la hauteur de nos attentes, avec un déficit évident. Et c'est pour anticiper que le gouvernement a prévu déjà des ressources dans le cadre de ces collectifs budgétaires au niveau de la cellule crise alimentaire. Et d'autres ressources plus importantes viendront également dans les jours à venir dans le cadre de l'analyse de la loi des finances 2022 et qui constitueront une réponse importante à la situation sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui. L'adoption de cette loi vient non seulement conforter le gouvernement dans son combat pour l'assainissement, les questions de sécurité alimentaire et le renforcement des infrastructures dans les universités. À partir du vendredi prochain, les députés procéderont à l'examen et le vote selon la procédure de la discussion immédiate de 4 projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire et dans certaines localités du pays. Deux rebondissements de l'affaire du ministère de la Défense nationale. Selon un journal de la place, la justice aurait demandé de l'audition
de certaines personnalités au Niger. Pour l'acteur de la société civile Maman Bachar, certainement le détournement des deniers publics est un crime économique et financier. Un extrait avant de le retrouver en partie magazine en fin de ce journal. Dès lors que vous êtes reconnu pour avoir porté atteinte au bien public, que ce soit dans votre qualité de fonctionnaire, ce qui est plus grave, que dans votre qualité de citoyen tout court, parce que les statuts sont différents. Le fonctionnaire, dans toutes les actions qu'il pose, il est revêtu d'une certaine protection particulière que l'État lui accorde. Même lorsqu'il fait du tort aux autres, quand vous le poursuivez, c'est l'État que vous poursuivez, et en cas de dommage, c'est l'État qui vous dédommage. À contrario, lorsque lui-même il utilise sa fonction pour avoir des comportements déloyaux, illégaux, immoraux et répréhensibles, il va sans dire qu'il doit répondre de ses actes devant la loi. Donc de ce point de vue-là, je pense que les choses sont claires et le détournement des deniers publics est un crime, ce n'est pas un délit. L'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques se sont réunis ce matin à l'Agence nationale des allocations de bourse ANAB pour revendiquer leurs droits afin de trouver une solution pour le retard du paiement de leurs bourses. Suivons le SCG. Nous sommes la section professionnelle qui est censée être payée pendant cette semaine. Mais très malheureusement, à notre grande surprise, on est venu et on s'est retrouvé que les agents de l'ANAB, d'autres ne sont pas là. Ou bien même, ceux qui sont là disent que le travail n'est pas possible et ou même on est venu trouver un certain nombre de désordres qui est en train d'être installé. Chose qui actuellement est en train de conduire à ce que des agents de l'ANAB se disent menacés et partir en grève. Et je pense que quand il y a un principe qui est là, celui de faire une alternance par rapport au paiement des militants au niveau de Niamey, nous ne voyons pas de problème relatif à cela. Et si quelqu'un d'autre, ou bien une autre section, ou bien même le comité directeur veut remettre cela en cause, qu'ils appellent les sections concernées pour qu'on en débatte là-dessus. Nous ne pouvons pas concevoir à ce que de toute pratique, nos militants en savent qu'une semaine on paye l'université, une semaine on paye les étudiants professionnels et qu'on vient, on trouve un certain nombre de laxisme ou bien de refus de vouloir exercer, c'est-à-dire cette pratique à laquelle je ne trouve aucun inconvénient. Si par ailleurs d'autres étudiants s'estiment supérieurs à d'autres, qu'on nous le dise, et en fonction des mérites, chacun va se positionner, chacun va dire qui il est réellement et chacun va défendre ses droits comme il le faut. Nous ne sommes pas dans l'intention de laisser les intérêts de nos militants être bafoués. Parce que l'État a laissé à ce qu'il y ait création de ces écoles publiques et privées, d'autres par l'État et d'autres par des promoteurs. L'État doit s'assumer via le ministère de l'Enseignement supérieur pour que l'ordre soit établi via l'ANA pour que également les militants soient payés équitablement et qu'ils soient mis en leurs droits convenablement partant du principe de l'octroi de la bourse et aussi de l'équité et de l'égalité entre les militants de l'USN. Voilà en quelque sorte ce que nous aimerions dire relatif à ce que nous sommes en train de constater par rapport à tout ce que d'autres veulent manigancer. Nous disons cela, que ceux qui veulent tenter à l'intérêt de nos militants, nous verrons sur leur chemin et nous ne reculons d'un seul iota. Et c'est ça que les gens... Comment le climat peut influer sur le développement de certaines maladies comme le paludisme et comment lutter contre cette maladie? Détail dans cet élément de Studio Kalango. La direction de la météorologie nationale et le programme alimentaire mondial ont collaboré via des groupes thématiques. Plusieurs bulletins portant sur certaines maladies climato-sensibles. Pour Kachana Lawan, il y a des paramètres climatiques qui influent sur le développement de certaines maladies comme le paludisme. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont impactées par le climat, mais il y a des maladies dites climato-sensibles. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des paramètres climatiques, tels que la température, l'humidité, les précipitations, la chaleur, toutes ces choses-là qui peuvent, ou la poussière, qui peuvent agir
n'est-ce pas, sur la santé humaine. On fait une carte de synthèse. Donc c'est une carte de risque du paludisme, par exemple, au mois de septembre. Donc vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est le risque élevé du paludisme, c'est sur le sud de Soro, nous avons une maladie, et un peu en orange là, nous avons donc le risque modéré. Et après, dans la zone désertique, où il y a moins, ces paramètres n'ont pas de valeur assez importantes, surtout pour ce qui est de la précipitation et de l'humidité, nous avons les risques qui sont faibles. Pour l'épidémiologiste Issaq Salifou, il faut conserver certaines mesures préventives contre le paludisme tout au long de l'année et d'autres de manière périodique. Il appelle à maintenir une certaine hygiène environnementale pour empêcher la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme. Nous vivons le paludisme tout au long de l'année au Niger. Donc certaines mesures, on doit les conserver tout au long de l'année. Et certaines mesures aussi, on les met en œuvre au moment de précipitation, comme la chimioprophylaxie pour la prévention du paludisme que le gouvernement du Niger, à travers le ministère de la Santé et le programme PALU, donc a décidé de protéger les couches vulnérables, c'est-à-dire les enfants de 3 mois à 5 ans, où on donne un traitement pour éviter l'apparition de cette maladie chez les enfants. Et les autres mesures sont les mesures que vous et moi, nous devons observer toute l'année: l'hygiène, la salubrité et dormir sous moustiquaires imprégnés. Pendant la saison de pluie, il faut éviter l'apparition de flaques d'eau autour et à l'intérieur des maisons. Il faut éviter la présence des objets qui peuvent recueillir et conserver l'eau où le moustique pourrait se développer. Et aussi, il faut traiter les domiciles. Il y a des traitements intradomiciliaires avec des produits chimiques qui peuvent détruire les moustiques. Et aussi, il ne faut pas oublier de traiter les fosses. Les fosses septiques qui ne sont pas bien fermées, même qui sont fermées, peuvent être des lieux de développement et de prolifération des moustiques. Et aussi les gîtes. Lorsque chez vous avez une certaine verdure, il faut l'entretenir et aussi le traiter. Dans cette édition, ouverture des travaux de l'atelier à Tawa de renforcement des capacités de production sur la filière agricole, un projet financé par l'AFD, l'ancien coopéré, l'Union européenne et l'État du Niger de la région de Tawa et Agadez. Suivant le responsable du dit projet, il était au micro de nos correspondants depuis Tawa. Le projet il est axé autour de 4 composantes qui sont la composante financement d'investisseurs d'un collectif à caractère public en faveur des filières agricoles et appui technique aux communes. La deuxième composante, amélioration de l'accès au crédit agricole. La troisième composante, amélioration des services non financiers en faveur des acteurs des filières agricoles. Et la quatrième composante est la coordination du projet. Donc le projet intervient au niveau de la région, de 2 régions, Agadez et Tawa. Donc c'est un financement de l'Union européenne et de l'Agence française de développement, l'État du Niger, pour une durée de 4 ans, donc 2017-2021. Et donc l'objectif aujourd'hui est de renforcer les capacités des agents des institutions financières partenaires des institutions de microfinance sur les différentes techniques de crédit dans le financement filière agricole pour un meilleur traitement des suivis des dossiers des producteurs, porteurs de projets et leur permettre d'augmenter le capital productif pour une plus grande rentabilité. Donc de manière spécifique, l'atelier vise à connaître les informations nécessaires pour les institutions financières, connaître les outils de gestion des risques dans le financement des filières agricoles et choisir les modalités commerciaux correspondant au financement des filières. Explorer et exploiter les institutions de financement, les instruments de financement, maîtriser les techniques et critères d'appréciation et d'évaluation des dossiers de crédit. Analyser les besoins et contraintes de financement des producteurs agricoles et les risques liés
à ses besoins de financement. Connaître les stratégies de financement informel des producteurs et de leurs OPA et développer des outils stratégiques d'accès aux services financiers formels. Fabriqué à base de l'argile exercé par des femmes, ce métier manuel traditionnel est d'une existence lointaine, mais il reste jusque-là d'actualité. Quel est ce métier et cet outil d'une grande importance auquel la rédaction s'est intéressée? Voyez cela dans ce reportage de Hassana Maliki et Abdelraouf Eyab. Utilisé dans le quotidien des femmes les années antérieures pour divers besoins comme préparation de repas, conserver de l'eau au frais et même pour mettre la nourriture, la poterie est un métier exercé en majorité par les femmes avec plein d'ambition. La poterie est d'une grande utilité et beaucoup d'importance et d'avantages même de nos jours où règne la modernisation. Les femmes l'utilisent pour parfumer la chambre et pour décorer leur maison. Ce métier est exercé par passion pour certaines et par héritage pour d'autres. Premièrement, c'est en quelque sorte un héritage pour moi parce que ma grand-mère faisait ça, ma mère faisait ça. Je suis dans la place de ma mère. J'ai ma grande soeur qui est au village, elle aussi elle est potière, ma maman elle est potière, donc elle fait ses œuvres, elles achètent de là-bas pour m'envoyer ici et moi je vends ici. Pour les prix ça varie de 250 jusqu'à 15 à 20 000, chaque produit a son prix. On a des produits pour tout le monde, il y a pour les enfants, il y a pour les femmes, il y a pour les hommes. On a les produits pour tout le monde. Malgré leurs engagements dans l'entrepreneuriat, ces femmes rencontrent des difficultés dans ces métiers. Le problème, c'est parfois c'est la clientèle. Les clients, parfois, ils sont un peu méchants avec nous parce qu'ils disent que c'est cher. Et puis, il y a le transport. Parce que pendant le transport, il y a d'autres qui se cassent. C'est les deux problèmes majeurs que nous rencontrons ici. Je lance un appel à mes collègues femmes de se lever pour travailler. Si c'est le travail manuel ou bien le petit commerce, c'est rentable. Mais rester à la maison, ne rien faire là, vraiment, c'est pas la joie. Parce que si tu demandes toujours à ton mari, donne-moi ça, c'est ça le problème. Mais si tu as ton petit, si tu as quelque chose pour toi, tu es indépendante. Avec ces métiers traditionnels, ces femmes arrivent à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ce qui devrait interpeller la conscience des autres femmes de se lever et chercher leur gagne-pain, car il n'y a pas de sous-métier comme le dit un adage. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'interview que nous a accordé l'acteur de la société civile Maman Bachar sur le rebondissement de l'affaire du ministère de la Défense nationale au Niger. Très bonne réception. Au revoir. Le nouveau président, donc conformément à son serment, puisse traduire justement cette volonté-là, exprimée à travers disons le discours d'investiture, de pouvoir la traduire en fait concret. Et la traduire en fait concret, c'est de donner suite aux conclusions justement des enquêtes disons des inspections et des audits qui ont été conduits dans un certain nombre de ministères clés où des manquements auraient été rapportés et qui sont susceptibles de recevoir de sanctions d'abord d'ordre administratif et ensuite d'ordre judiciaire. En ce qui concerne les sanctions administratives, il vous souviendra qu'au moment où les différents scandales ont fait jour, un certain nombre de responsables, notamment au niveau des finances, au niveau du trésor, ont été pratiquement remerciés de leurs fonctions et d'autres même s'étaient retrouvés devant les juges pour répondre de leur infraction. Et comme vous le savez, dans cette matière, les commerçants deviennent des simples complices à la limite parce que l'État, dans le dispositif légal qu'il établit sur place,
il y a un certain nombre de mécanismes devant permettre de garantir une saine gestion des finances publiques. Puisque, comme vous le savez, il y a un contrôle a priori qui est exercé donc par ce qu'on appelle le contrôleur, qui regarde un peu, si vous voulez, les lignes budgétaires, qui regarde la régularité de la dépense, qui regarde y compris, disons, la sincérité des prix, la moralité de la dépense, pour apposer leur signature et donner leur accord par rapport à tel ou tel achat de biens au profit de l'État ou des services publics pris de manière générale. Ensuite, il y a un contrôle a posteriori, donc qui s'est fait après que les dépenses aient pu être effectuées, qui est exercé par ce qu'on appelle les inspections. Et les inspections sont des inspections d'abord internes au niveau des différents services, mais également l'inspection d'État qui est sous l'autorité unique donc du président de la République, donc qui commandite donc des inspections, et que lorsque ces inspections-là aient été faites, c'est à lui qu'on présente donc les différents rapports, c'est-à-dire les conclusions de ce que les inspections auraient donné, et c'est à lui de décider de la suite à donner à ces inspections-là. Du moment où toutes ces étapes-là ont été déjà faites, il y a eu donc l'audit, il y a eu l'inspection, il y a eu des sanctions administratives. Maintenant, c'est seulement l'inspection, disons, la sanction judiciaire donc de ces affaires-là qui attendent. Et c'est à ce niveau-là que les Nigériens restent généralement sous leur soif, parce que tout simplement, on a constaté à beaucoup d'occasions de ce type-là, quand l'affaire vient au niveau des juridictions, on a l'impression qu'on traîne les pas et finalement les choses n'arrivent pas jusqu'au bout, jusqu'au terme de ce qui aurait pu être attendu par les citoyens. Et comme vous le savez, généralement dans nos pays en voie de développement, qu'on appelait jadis les pays du tiers-monde, les crises, au lieu qu'elles permettent une meilleure moralité et une meilleure efficacité donc des dépenses publiques, conduit un certain nombre d'agents publics à abuser en fait de la confiance placée en eux, soit en surfacturant donc les biens et services donc que l'État achète, ou alors tout simplement en payant donc des factures des biens qui n'ont jamais été fournis, donc des biens non livrés mais payés. Donc ça constitue quand même des infractions, non pas seulement pénales, mais morales intenables de mon point de vue, parce que ça survient à un moment où l'État a besoin de ses ressources pour soutenir ces citoyens qui ont accepté de porter l'uniforme et d'aller défendre donc son intégrité, d'aller défendre la dignité de leurs concitoyens. C'est en ce moment-là que certains donc profitent pour s'enrichir abusivement en posant des actes assez immoraux et à tous égards répréhensibles. Donc de ce point de vue-là, il y a lieu de faire en sorte que sur la base en tout cas du serment donc du président de la République, de garantir non seulement la régularité du fonctionnement des services publics, mais également donc les biens publics qui sont sacrés et inviolables donc par tout citoyen, donc de faire en sorte que justement cette garantie-là soit observée et défendue jusqu'au bout. Les personnalités qui ont été citées, que ce soit donc à titre de témoins ou à titre d'accusés, ils doivent véritablement aller se défendre devant les juridictions pour donner les explications qu'il faille à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de points d'ombre sur lesquels les citoyens ont besoin de comprendre comment on en est arrivé là.
parce que, vous savez, un régime, dès qu'il n'est pas assez contrôlé par les citoyens, dès que le Parlement est défaillant dans le contrôle de l'action gouvernementale, il va sans dire que des scandales comme ça arrivent, et ils arrivent en masse malheureusement, parce que c'est des périodes où pratiquement les animateurs du gouvernement font ce qu'ils veulent, à la limite, parce que les faits qui ont été rapportés, vous n'avez pas besoin d'avoir étudié les finances publiques pour comprendre que, en fait, ça relève un peu de manque de respect vis-à-vis des citoyens. Nul ne peut s'approprier illégalement des biens publics. À partir de cet instant-là, dès lors que vous êtes reconnu pour avoir porté atteinte aux biens publics, que ce soit dans votre qualité de fonctionnaire, ce qui est plus grave, que dans votre qualité de citoyen tout court, parce que les statuts sont différents. Le fonctionnaire, dans toutes les actions qu'il pose, il est revêtu d'une certaine protection particulière que l'État lui accorde. Même lorsqu'il fait du tort aux autres, quand vous le poursuivez, c'est l'État que vous poursuivez, et en cas de dommage, c'est l'État qui vous dédommage. À contrario, lorsque lui-même il utilise sa fonction pour avoir des comportements déloyaux, illégaux, immoraux et répréhensibles, il va sans dire qu'il doit répondre de ses actes devant la loi. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les choses sont claires, et le détournement des deniers publics est un crime, ce n'est pas un délit. Donc, de ce point de vue-là, oui, mais il est plus que ça, puisque en fait, ce n'est pas seulement des commerçants qu'il s'agit. Il s'agit ici de personnages publics auxquels on a délégué un certain nombre de pouvoirs au nom de la nation, au nom de l'État. Donc, ils n'auraient pas eu des comportements de bons chefs de famille, comme on dit. Donc, ils n'auraient pas été dignes des fonctions qu'ils ont occupées en se comportant loyalement, dignement et patriotiquement face aux biens publics, et particulièrement dans une situation de crise sécuritaire. Et c'est ça, en fait, la question. Elle est d'ordre moral d'abord, avant de prendre d'autres aspects que vous savez. Il s'agit des personnages, en tout cas de haut rang, donc qui n'auraient pas pu laisser à ce que les choses-là se passent, puisqu'il y a des fautes par omission, comme il y a des fautes par commission. Si c'était par omission, c'est-à-dire ils ont vu, au lieu de dénoncer et arrêter les choses, ils ne l'ont pas fait, c'est une faute. Comme lorsque, par eux-mêmes et par leur complicité, un certain nombre de choses auraient été posées de manière délibérée et répétitive en vue de soutirer de manière déloyale, illégale et immorale donc l'argent public. Là, ça a besoin d'être présenté devant un juge qui doit apprécier conformément à la loi. Et là, de ce point de vue-là, toutes les garanties à leur libre défense leur sont garanties, puisqu'il y a le principe de présomption d'innocence, puisqu'il faut bien qu'on les écoute, qu'on les entende pour savoir réellement ce qui s'est passé. Ailleurs, lorsque ces faits-là sont révélés, c'est de vous-même, vous vous démettez de votre fonction pour vous présenter devant le juge, ou en tout cas pour vous mettre à la disposition de la justice, pour que l'honneur soit faite, pour que vous soyez lavé. Parce que tout simplement, ça constitue une espèce de saleté qu'on aura versée sur votre intégrité, sur votre moralité. Et donc, ça, il va sans dire que c'est des faits qui doivent être connus et appréciés. Et plus vite cela est fait, plus vite les citoyens pourront penser que le président de la République a une volonté réelle
de pouvoir aller jusqu'au bout de ses idées. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter au discours, il faut aller au fait. Nous sommes dans un pays assez pauvre, très précaire, où notre budget dépend à plus de 35% de l'aide budgétaire, c'est-à-dire de l'aide des partenaires au développement. Est-ce qu'on peut se permettre, dans des conditions comme ça, où plus de 60% de nos concitoyens sont pauvres, plus de 34% sont extrêmement pauvres, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas la possibilité d'avoir 3 repas par jour, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à la nourriture saine et équilibrée, qui n'ont pas accès à l'énergie. Dans un pays qui présente un tel tableau aussi sombre, est-ce qu'on peut se permettre, parce qu'on a une position administrative ou politique, de pouvoir soutirer autant de ressources financières à l'État, les saigner, l'agéner et pratiquement le transformer en un éternel mendiant vis-à-vis des autres puissances qui essayent autant que faire se peut nous aider. Parce que l'essentiel, c'est que de ces aides, elles doivent avoir vocation à nous faire sortir de l'aide. Et malheureusement, on constate que la persistance des détournements des deniers publics fait que nous n'arrivons pas à réaliser, disons, la plupart de nos actions de développement. Nous n'arrivons pas à nous sortir de la pauvreté et du sous-développement. Donc il faut qu'on arrive à une gestion saine des ressources publiques. Et comme je vous l'ai dit, de la manière dont c'est structuré, de la manière où le mécanisme est installé, normalement, il ne devrait pas y avoir de détournement des deniers publics. Parce que, comme je vous l'ai dit, et pour faire sortir un seul rang du trésor, vous êtes obligé de respecter au moins les principes de base des finances publiques. C'est-à-dire, il y a l'engagement, il y a l'ordonnancement, il y a la liquidation, il y a le paiement après le constat de service fait. Et dans toute cette chaîne-là de dépenses, c'est de hauts cadres que l'État a formés avec beaucoup de ressources, des cadres qui sont assermentés, qui doivent contrôler la régularité de ces dépenses publiques-là. Donc c'est pourquoi j'ai dit que lorsque des situations de ce genre-là sont constatées, les premiers responsables sont les fonctionnaires eux-mêmes. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Le nouveau président, donc conformément à son